Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Mon invité aujourd'hui a un parcours assez singulier, puisqu'il a débuté sa carrière par une formation de tourneur-fraiseur avant de faire médecine. Après un internat en chirurgie, une spécialité de nutrition et de biologie du sport, il met ses compétences de médecin au service d'un rêve, explorer et arpenter le monde. Il a participé à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, le Groenland, en Patagonie. En 1986, il est devenu le premier homme à atteindre le pôle Nord en solo, par voie terrestre, tirant son propre traîneau pendant 63 jours. En 89 et 90, il réalise à l'aide de traîneaux à chiens la plus longue traversée terrestre de l'Antarctique jamais réalisée, 63 000 km. De plus, il mène très régulièrement de nombreuses expéditions scientifiques à vocation pédagogique pour sensibiliser le public aux régions polaires et en apprendre davantage sur leur impact sur le climat et les formes de vie sur la Terre. Vous l'aurez compris les amis, mon invité aujourd'hui est celui qui est assoiffé de science et de découverte et qui ne cesse de nous sensibiliser au dérèglement climatique. Oui, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir l'immense explorateur français et l'infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté cette interview. Merci de votre temps, du temps que vous m'accordez. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation du commandant Cousteau, qui, pour se présenter, soulignait la citation suivante. Je suis un découvreur, je suis un aventurier, mon but est d'émerveiller. Et vous, Jean-Louis Etienne, qui êtes-vous? Répétez, découvrez. Découvrir, et mon but est d'émerveiller. Ben, je dirais que j'endosse volontiers cette phrase, cet objectif qu'avait le commandant Cousteau, soulignant que le commandant Cousteau a fait découvrir à une grande partie d'habitants de la planète ce que c'est que l'océan. Et à travers, effectivement, des films, les films qu'il faisait, qui étaient des films d'aventure, des films de découverte. Ce qui est important dans le traitement des sciences, comme il a fait, la science océanographique, c'est de partir sur le terrain et de raconter l'histoire. Et c'est à travers cette histoire, capter l'attention du public par l'histoire, par l'aventure que vous racontez, et glisser de l'information. Je me suis rendu compte, ça fait 40 ans que je fais des expéditions, que je les partage. Et le terrain vous donne une légitimité et une écoute. Voyez ? Et donc vous pouvez facilement glisser quelque chose qui va émerveiller. À partir du moment où il y a émerveillement, attente, là, la porte est ouverte pour la compréhension du public. Là, on va parler de cette découverte, de cet émerveillement. Peut-être avant d'approfondir la réflexion, selon vous, et pour vous, quelle est votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous. Je me rends compte, alors, j'ai 77 ans, donc si je me retourne sur mon parcours, je me rends compte que il y a une persévérance. Une persévérance, en fait, le mot acharnement n'est pas le vrai, mais le temps que j'ai consacré, en fait, à laisser mûrir les choses que j'avais envie de faire. J'appelle ça souvent, j'ai fait un livre qui s'appelait Inventer sa vie. En fait, j'ai laissé émerger au moment où elles étaient là, elles se présentaient, des choses qui correspondaient à une envie. À 14 ans, j'habitais à la campagne, j'ai fait une liste de matériel avec un truc qui s'appelait le catalogue de la hutte. C'était une vieille maison qui vendait des équipements outdoor, comme on dit maintenant, pour aller camper dans les Pyrénées en hiver.
14 ans. Donc je regarde un peu ce parcours. Pourquoi, bon, j'avais 14 ans, pourquoi dans les Pyrénées, donc c'est la montagne, c'est quelque chose qui m'attirait, la montagne. Pourquoi en hiver? Et apparemment seul. Donc je me rends compte que dans cette liste de matériel et ce rêve de partir sur ce projet d'expédition, moi en fait je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors, c'était des challenges si vous voulez, la nature, et je rêvais d'expédition. Et donc je me rends compte que cette expédition, ce désir d'expédition d'enfance, c'était comme un germe en fait que toute ma vie j'ai laissé mûrir, quoi. Et donc c'est cette persévérance, cet attachement à aller sur sa route qui n'existe pas, vous voyez, elle est inventée au fur et à mesure qu'on avance, avec cette fidélité à d'abord garder la liberté d'inventer ma vie. Ça, alors là, vraiment, j'ai fait des choix, j'ai abandonné des choses que j'ai acquises pour de nouvelles aventures qui me tenaient à cœur. Donc je dis, on profite à tout le monde que ce que je retiens de ce parcours, c'est aller vers le chemin de vos rêves, quoi. Vous voyez, même si la route est difficile, c'est comme ça qu'on se réalise, quoi. C'est très beau, c'est très inspirant, Jean-Louis Etienne, ce que vous dites. Vous faites d'une certaine manière la transition avec la question suivante, qui est une question de sémantique. Vous êtes un explorateur, un grand explorateur. Quelle définition donnez-vous de ce magnifique mot « explorer » qui finalement est aussi très mystérieux? Alors explorer, il y a deux niveaux. Exploration personnelle, c'est ça. Hein, c'est celle-là déjà. De quoi est-on fait? Pour un jeune qui nous écoute, qui s'interroge, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui est important dans cette notion d'explorer, c'est laisser germer, je le répète, les choses qu'on a envie. C'est le germe de l'exploration personnelle, je veux dire, vous voyez, une envie, un désir, mais pas le truc qui vous prend comme ça, ouais, si, non, quelque chose qui est récurrent. Un truc que vous dites, c'est ça que j'aimerais faire, oui. Ça c'est précieux. Ça c'est une rencontre avec vous-même du même niveau, je dirais, qu'une rencontre amoureuse. C'est presque de la chimie, vous voyez, une addiction, en fait, une volonté, quelque chose qui vous habite. Ça c'est précieux et ça c'est intéressant de lui donner corps. Et là on entre dans l'exploration personnelle, de quoi on est capable, jusqu'où est-on capable d'aller. Et je répète encore une fois, pour continuer dans cette exploration personnelle, on ne repousse pas ses limites, on se découvre, on est capable de choses que l'on ignore de soi. Vous voyez, donc ça c'est au niveau de l'exploration personnelle, je dirais. Et ensuite il y a l'exploration de l'inconnu, et les scientifiques, l'espace, le cosmos. Le cosmos me rassure en même temps, c'est tellement grand qu'on se sent tout petit par rapport à ça. Vous voyez, de temps en temps, on a des prétentions. Cette dimension cosmique, à l'heure actuelle, l'homme essaye de comprendre d'où on vient, toutes ces explorations-là. Je trouve que c'est l'exploration, aller à la découverte des choses, ça a toujours existé. Ce qui a changé depuis nos prédécesseurs, quand je dis nos prédécesseurs, c'est il n'y a pas longtemps. Ceux qui sont partis à la découverte du monde, ils exploraient à l'échelle 1, celle du regard. Ils ont ramené des spécimens qui sont par exemple au Muséum d'histoire naturelle, vous voyez, des choses comme ça. C'était l'échelle 1, celle du regard, on trouvait quelque chose, on le ramenait, on le payait. Ce qui change aujourd'hui, l'exploration, le soif d'exploration, elle est la même, quoi. Elle est une curiosité humaine. Ce sont les outils de l'exploration qui changent et on va effectivement vers les choses de plus en plus ténues. Mais l'exploration et le désir d'exploration, il est toujours là. C'est très inspirant ce que vous dites, Jean-Louis Etienne. Alors, vous êtes explorateur et votre vie, vous l'attelez, je dirais, à explorer les régions polaires pour comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et sur le climat de la Terre. Jean-Louis Etienne, ma question est la suivante. En quoi le froid fait-il réfléchir sur le chaud? Alors là, vous me posez une question que j'ai partagée avec Théodore Monod. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur, la question que vous me posez, vous allez vers le froid, vous devez aimer le froid, mais non, on n'aime pas le froid. On est des animaux à corps chaud. Votre température du corps, vous avez l'air d'aller bien aujourd'hui, il est 37, hein, comme tout le monde qui va bien, 37. Mais c'est énorme, 37.
prenez un bol, vous mettez de l'eau chaude, un thermomètre, vous mettez la main dedans. 37, c'est très chaud. Et nous devons conserver ce capital thermique. Toute notre biologie fonctionne à 37. À 36, déjà, vous avez des performances qui sont atténuées. 38, 39, ça ne fonctionne plus très bien. Donc, on a cette nécessité biologique de maintenir une température à 37. Donc, c'est très chaud. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime le froid. Vous voyez, parce qu'il y a ce maintien de température, on est des mammifères chauds. Donc, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je dis un jour à Théodore Monod, c'est ce philosophe naturaliste qui fréquentait le Sahara, les déserts chauds. Je lui dis, Théodore, est-ce qu'on vous dit à vous, vous allez au Sahara, au désert, parce que vous aimez le chaud? Il me regarde, il me dit, quelle question, quoi. On ne lui a jamais dit ça, vous voyez, alors que... Et enfin, en discutant, on se rend compte qu'il y avait une chose qu'on avait en commun, c'était l'amour des déserts. Les régions polaires sont des zones désertiques. On est quasi à l'apesanteur du monde, si vous voulez, dans ces régions, tellement on est loin. Donc, la notion de froid comme de chaud, il y a derrière ça la quête plutôt d'une retraite, de la recherche d'un apaisement du monde. Moi, j'appelle ça, pour qui concerne le froid, l'âtre, vous voyez, la cheminée, l'hiver, l'intériorité. C'est ça le domaine du froid. Alors, en préparant cette interview, je suis allé me replonger dans la pensée du grand philosophe Karl Popper. Karl Popper, qui a une réflexion sur l'exploration des mondes nouveaux. Et voilà ce qu'il indique. Il indique 3 mondes, ce qu'il appelle la triade du réel. Et je le cite. Le monde matériel, qui est la réalité physique. Le monde des états de conscience, qui est les sentiments, qui sont les sentiments, pardon. Et le monde de l'esprit, qui est celui des connaissances objectives. Jean-Louis Etienne, comment, en tant qu'explorateur, arrivez-vous, vous-même, à concilier ces 3 mondes dans toutes les expéditions que vous faites? Recommencer. Le monde matériel, le monde des états de conscience, et le monde de l'esprit. Et le monde de l'esprit, ça c'est vraiment un philosophe qui a écrit. C'est ça. Karl Popper, exactement. Je rajouterai le monde du vivant. Oui. Je suis plus le médecin scientifique, vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec lui. On passe du temps avec soi-même, dans son esprit, dans sa réflexion permanente. Il y a une chose que je rajouterai, le vivant, parce que le vivant, c'est le merveilleux, au sens biologique du terme. L'homme ne sait pas faire la vie. Alors vous dites ça à une maman qui a eu des enfants, elle vous dit, attendez, mais moi j'ai fait des enfants, ils sont vivants. Oui, mais vous avez fait un enfant avec un ovocyte et un spermatozoïde qui étaient déjà 2 cellules vivantes et déjà assez élaborées dans leur fonction. L'homme ne sait pas faire la matière vivante. Combien de fois a-t-on essayé de mettre tous les minéraux qui composent notre organisme, créer une forme de Big Bang, je sais pas, un choc électromagnétique, quelque chose, quoi. Et au fond du tube à essai, on a réussi à faire des protéines qui sont les briques du vivant. Mais jamais on a réussi à faire quelque chose qui bouge, qui est vivant. Vous voyez ce mystère du vivant. Je trouve que on est soi-même un outil merveilleux. Vous voyez, on parle depuis tout à l'heure, notre tension artérielle se maintient. Là, j'ai mangé un peu de sucre, par exemple, donc le pancréas est en train de faire de l'insuline pour réguler le cœur bas, etc. Et qui est aux commandes, qui pilote ce monde absolument merveilleux que nous sommes à travers la matière vivante. Et donc, j'aime bien rajouter à cette notion spirituelle de pensée que vous avez évoquée, cet émerveillement qu'on peut aller trouver aussi dans ces fonctions autres que mentales et psychologiques, qui sont celles de notre propre matière vivante, qui est un sujet d'émerveillement tellement c'est précis, précieux. Ceux qui font de la recherche, on parlait d'exploration tout à l'heure, quand vous explorez la biochimie, la fonction chimique, à un moment donné, c'est une double liaison qui passe monoliaison parce que c'est prodigieux, quoi. Donc c'est un sujet aussi, ça peut être un refuge de temps en temps de se dire, on fonctionne, quoi.
cette vie, d'où ça vient, quelle est la, comment, qui a créé ça? Vous voyez, donc c'est très aussi mystérieux. Ah mais c'est mystérieux, c'est quasi magique, Oui, tellement tellement c'est compliqué. Alors, Jean-Louis Etienne, vous passez votre vie à explorer, à rechercher. Vous êtes un grand scientifique et vous ne cessez de nous alerter sur le réchauffement climatique avec toutes Ouais. les expéditions que vous faites. Jean-Louis Etienne, qui est responsable aujourd'hui du réchauffement climatique, l'homme ou la science? L'homme. L'homme. La science le révèle. Et j'ai fréquenté les régions polaires, je continue à le faire. Elles jouent un rôle essentiel sur l'équilibre du climat. La machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques, permanente, qui est toujours chaud sous les tropiques, et le froid des pôles. La nature, elle va toujours dans le sens de l'équilibre. Et la Terre, elle a deux fluides pour échanger cette chaleur tropicale avec le froid des pôles. Les courants aériens, l'air chaud monte, il est déplacé en latitude, et par des cycles comme ça va échanger la chaleur des tropiques par des transports aériens. Et vous avez les courants océaniques, le fameux Gulf Stream qui amène la chaleur de la Caraïbe. Voilà. Et tout ça repose sur cette permanence du froid qui est là pour compenser le réchauffement climatique. Donc les pôles sont des acteurs de la régulation. Ils souffrent aujourd'hui du réchauffement et les pôles sont des révélateurs de l'histoire du climat. Emmanuel, pour répondre à votre question, l'Antarctique. L'Antarctique, c'est au pôle sud. C'est un continent qui est grand comme 28 fois la France, recouvert par 2,5 km de glace moyenne. Cette glace est petit à petit formée. La neige tombe, elle est légère, la poudreuse, etc. Puis ça se tasse. Elle est légère parce qu'il y a de l'air, une couche d'air, puis ça se tasse. Et cet air, il est emprisonné. Donc la glace qui est en Antarctique s'est formée sur des millions d'années. Donc Claude Lorus a eu cette idée de dire, mais les petites bulles d'air qui étaient là au moment où la neige s'est formée, elles sont certainement emprisonnées quelque part. Elles sont emprisonnées dans la glace. Donc on fait ce qu'on appelle des carottes. On va chercher des échantillons comme ça. Et donc, ils les font fondre au laboratoire. Donc ça libère ces petites bulles d'air qui étaient emprisonnées depuis un million d'années. Et par des calculs qu'ils savent faire avec des machines, ils arrivent à trouver la composition de l'air qu'il y a aujourd'hui jusqu'à 800 000 ans. Et donc je fais une conférence avec Claude Lorius qui avait étoffé cette réponse. Et il dit, regardez, on voit la courbe comme ça, la Terre, elle a sa vie propre. Elle a été plus chaude, interglaciaire. Elle a été plus froide, période glaciaire. Regardez comme les alternances, on connaît aujourd'hui, c'est parce que la Terre ne tourne pas tout à fait rond. Bref, mais il dit, regardez, depuis 150 ans, regardez cette accélération, et vous voyez sur sa courbe, la teneur en gaz carbonique qui monte, la température moyenne depuis 150 ans, c'est quoi 150 ans? C'est le début de l'exploitation du charbon. On a commencé par le charbon. C'est le début de l'ère industrielle. Donc il est évident que le début de l'ère industrielle, si vous voulez, c'est la libération du CO2, d'abord le charbon, puis le gaz et le pétrole, etc. Nous sommes la civilisation carbone, si vous voulez. Et ces régions polaires, il n'y a pas que ça, mais nous montrent effectivement que l'homme est devenu un acteur du changement climatique, du réchauffement climatique. Il y a une première alerte, l'histoire de la couche d'ozone. Peut-être les gens qui nous écoutent ne s'en souviennent plus, mais il y avait le trou d'ozone à un moment donné dans l'atmosphère au-dessus de l'Antarctique. L'ozone, c'est quelque chose qui est à 30 km au-dessus de nous, là, très fin, qui arrête les rayons nocifs ultraviolets du soleil. S'il n'y avait pas l'ozone, on n'existerait pas. Donc à un moment donné, on se rend compte que par nos activités, un truc qui s'appelle le chlorofluorocarbone, qui est dans les frigos, qui est dans les aérosols, ça part et ça va éroder le cas. Et donc les ultraviolets nocifs commencent à descendre. C'est la première fois qu'on se dit, mais l'homme est capable de changer la composition de l'atmosphère avec l'histoire de l'eau. Et aujourd'hui, avec le CO2 qui était mis en accès, l'homme change la composition de l'atmosphère, renforce cet effet de serre. Vous voyez? Et l'effet de serre au CO2 est un phénomène naturel.
S'il n'y avait pas eu l'effet de serre au gaz carbonique, on ne serait pas là, nous, Emmanuel. La vie n'aurait pas existé parce qu'il ferait moins 18 à la surface de la Terre, vous voyez. Donc cet effet de serre, il a permis à la vie d'exister, mais aujourd'hui on le renforce. Et donc il y a ce réchauffement. C'est passionnant, Jean-Louis Etienne, ce que vous dites. C'est passionnant. Mais et en vous écoutant, je me dis, mais finalement, la science n'a que des forces. La force de la science, c'est, vous nous avez expliqué, vous venez de nous expliquer toute cette force. Quelle est, selon vous, aujourd'hui, la faiblesse de la science? Alors ça dépend dans vos recherches oui. Sur le réchauffement climatique. Ben, la science explique dans les rapports du GIEC, par exemple, ce groupe intergouvernemental sur le changement climatique, explique comment le processus de réchauffement climatique arrive. Alors on fait des calculs, si vous voulez, mais le passage entre la méthode et l'action, elle est complexe. Vous voyez, je fais des conférences sur le changement climatique. Je explique ce que je viens de vous expliquer. Et donc, le public qui est là, qui nous écoute, dit, mais vous trouvez qu'ils en font assez, sous-entendu, les autres, vous voyez. Je dis, mais comme si à l'Élysée, au Vatican, à la Maison-Blanche, il y avait un bouton on et off, parce qu'on dit, c'est aux politiques à faire, vous voyez. Mais il n'y a pas un bouton on et off, vous voyez ce que je veux dire. C'est une grande complexité, parce que ça touche l'humanité. Nous sommes chacun des acteurs du réchauffement climatique, à travers la mobilette que l'on prend, à travers la voiture, à travers un avion que l'on a pris. Donc ça touche chacun d'entre nous. Et donc la science est là pour nous alerter, mais là, la transition, il n'y a pas de... Autant dans une maladie, on a eu la Covid, épidémie, on a trouvé un vaccin par la science, ce génie humain, nous sommes des mutants surdoués par rapport à d'autres espèces, arriver à inventer un vaccin à l'ADN. Mais donc la science, mais la réponse au réchauffement climatique, elle n'est pas scientifique. Elle serait plus technologique, au sens où il faut qu'on produise de l'énergie sans faire appel à nos fossiles. Donc ça va demander de l'ingéniosité, si vous voulez, parce que on est plus dans l'usage de la technologie que de la science à l'état pur. C'est passionnant. C'est passionnant. Jean-Louis Etienne, grand explorateur que vous êtes, grand scientifique, vous êtes un infatigable défenseur de la planète, défenseur de la nature. Selon vous, faut-il protéger ou sauvegarder la nature? Les deux, Emmanuel. Parce que on a besoin de la nature. Si vous voulez, la nature, à l'état originel, j'appelle ça, moi, avant que l'homme n'intervienne, c'est-à-dire il y a peu de temps, c'est le modèle parfait de l'économie circulaire, la nature. La nature, à l'état originel, encore je le répète, il n'y a pas des milliards d'années, mais juste avant, il y a 150 ans, oui, avant qu'on arrive, repose sur 3 piliers essentiels qui sont la production primaire. C'est quoi? C'est le végétal. Toutes les vies partent du végétal. Le fameux pigment de chlorophylle vert qui est dans les feuilles, dans les algues, dans les machins, c'est de là que partent toutes les vies. La chlorophylle, le pigment de chlorophylle, il a 3,5 milliards d'années, on pense. Il capte le rayonnement du soleil, et avec les sels minéraux qu'il trouve dans le sol et l'eau, vous voulez, et le gaz carbonique de l'air, il va faire son glucose, sa nourriture. Toutes les vies partent de la nature végétale. On appelle ça la production primaire, à l'origine. Ensuite, on a le deuxième pilier, les consommateurs, les carnivores, les végétariens. Nous en faisons partie, mais je parle d'avant. Et la nature, où elle est forte, c'est qu'elle recycle tout, mais tout sans cul-de-sac écologique, sans déchets. La nature, c'est les carnivores, etc. Et puis des milliards de bactéries, de champignons qui consomment le corps biologique pour en faire de la matière minérale qui va être le terreau de la production primaire. Donc vous voyez, cette économie circulaire, ça c'est la nature à l'intérieur. Nous devons nous rapprocher de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire faire en sorte que la végétation, qui est le point de départ de toutes les vies, de l'équilibre, c'est la végétation qui recapture le gaz carbonique que l'on émet en excès. Il n'y a que par la photosynthèse des plantes, des algues, qui recapturent. On n'a pas d'aspirateur à CO2 pour limiter le réchauffement climatique. Il n'y a que le vert, pigment de chlorophylle, qui est capable de le recapturer. Donc mettre du vert partout, respecter les arbres, et tout ce qui recapture
le gaz carbonique. Ensuite, deuxième pilier, nous devons être des consommateurs attentifs, se rendre compte de la préciosité de l'énergie. Tout repose sur l'énergie, effectivement. Voyez. Et troisième pilier, être des parfaits recycleurs, c'est-à-dire faire en sorte que les choses qu'on utilise, tout ce que l'on utilise qui est de produits manufacturés, puisse un jour, à la fin de vie, revenir dans le process. Voilà. Et donc, la nature est un exemple parfait, c'est un canevas de réflexion. Sur chacun doit se dire, et puis là je le répète, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Nous avons tous une zone d'influence sur la question environnementale, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, ecclésiastique éventuellement, mais professionnelle, industrielle, vous voyez. Donc, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence et en réfléchissant sur chacun de ces trois piliers pour renouer avec l'écosystème terre originel. La nature, bon consommateur, excellent recycleur. En parlant d'ecclésiastique, et le pape François, dans sa magnifique encyclique, Laudato aussi sur la nature, sur la planète, sur la mère nature, comme il aime à le dire, souligne en effet donc il faut protéger la nature et que nous sommes responsables de cette protection. Avec toute votre magnifique carrière, Jean-Louis Etienne, que vous dit aujourd'hui et que nous dit aujourd'hui la nature? Nous sommes la nature. Vous voyez ce que je veux dire? On a un peu perdu de vue. On n'est pas que des acteurs de l'activité économique, etc. Il y a une économie du vivant, forcément. Et nous sommes cette nature. Et donc, je n'arrête pas de dire renouons avec l'écosystème originel, ce que je viens d'expliquer, ces trois piliers de la nature, si vous voulez. La nature nous rapproche du mystère du vivant. Qu'est-ce qui a inventé à un moment donné le petit pigment de chlorophylle vert qu'il y a dans toutes les feuilles et qui est à l'origine de toutes les vies? Vous voyez? Donc c'est un modèle, la nature. D'abord, c'est apaisant. On a un indispensable besoin de nature. Vous voyez? Et pour l'illustrer, la nature, c'est pas le paradis. La nature, c'est un combat proie-prédateur de toutes les espèces, quoi, hein. Et il y a une mutualisation entre toutes les espèces, végétales, animales. Moi, j'appelle ça la grande mutuelle naturelle, si vous voulez, où toutes les espèces ont la vie en commun. Nous en faisons partie. On est des mauvais cotisants et des mauvais consommateurs. On exagère, on consomme l'équilibre de cette mutuelle naturelle, quoi. Et je veux dire, on doit être conscient qu'effectivement, que la nature, c'est tout ce qui échappera, qui échappe à la volonté de l'homme et qui lui donne la vie. La nature, elle ressort des déserts, elle ressort de partout où on a fait des destructions massives. La nature nous échappera tout le temps et créera des nouveaux écosystèmes. En libérant tout d'un coup une forme d'écosystème, il y en a une autre qui va revenir, c'est ce que Darwin a bien décrit. Laisser un espace, si vous voulez, et il y a une espèce qui va s'y mettre. Donc la nature elle est permanente. La nature sera permanente, elle succédera toujours à la volonté de l'homme. Et ne perdons pas de vue que c'est elle qui nous donne la vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Peut-être une dernière question. Jean-Louis Etienne, on dit souvent que le voyage rend heureux. Le voyager rend heureux. Avec toutes les belles expéditions que vous avez faites et que vous continuez à faire et que vous allez en effet poursuivre dans vos recherches, avec tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez vu, le voyage, les expéditions vous rendent-elles vraiment heureux? Elles me rendent heureux, je dirais, parce que je suis sur le chemin des choses que j'ai envie de faire. Alors, quand je dis ça, une envie, c'est pas tout d'un coup quelque chose, c'est formidable, c'est du temps, du travail, de la persévérance. Une expédition, c'est une entreprise, vous voyez. Il faut réunir les moyens techniques, les moyens financiers, et le décor que l'on imaginait, que l'on rêvait, effectivement, c'est une satisfaction formidable. On me demande souvent quel est le plus beau décor que vous ayez pu voir. Ben, la sensibilité au décor que vous regardez, il dépend de quel état vous êtes pour le recevoir. Et souvent, je fais une phrase comme ça pour dire il vaut mieux
je dirais, une belle histoire d'amour à Sarcelles, qui est une banlieue parisienne, qu'un chagrin à Bora Bora, vous voyez, qui est considéré comme le paradis sur Terre. Donc, le beau paysage, il est celui qui donne écho à votre capacité à le recevoir. C'est magnifique. Merci Jean-Louis Etienne de m'avoir reçu. Merci pour cette belle réflexion. Et merci d'être cette... Avec plaisir, Manuel. J'ai une question aux philosophes. Je vous en prie. Parce qu'effectivement, vous êtes philosophe, je sais ce que ça représente. Pour moi, la philosophie, c'est une exploration sans fin. C'est comme les mathématiques, quoi. Hein. Je mets ça au même niveau, parce qu'on va... Est-ce que... Moi, je suis un explorateur de terrain. Est-ce qu'il y a un lien entre le philosophe que vous êtes qui regarde la vie et ce que j'ai pu vous raconter? Parce que je suis revenu souvent à la matière. L'émerveillement. Je crois que c'est vraiment le mot qui réunit nos deux domaines professionnels. Vous vous émerveillez parce que vous explorez la planète. Moi, je m'émerveille de plusieurs choses. Je m'émerveille de ce mystère de l'humain. Je m'émerveille de ce mystère de l'humain parce que l'humain en soi est un mystère et on n'aura jamais fini de le découvrir. Et je m'émerveille des capacités qu'a l'humain de vouloir avancer, de rêver, de vouloir explorer. Et à la fois, je me dis, mais celui qui ne vit pas dans cet émerveillement perd beaucoup de choses. Perd beaucoup de choses, parce que l'émerveillement, c'est à la fois le fondement de la recherche. Je m'émerveille parce que je pars comprendre le monde, et je m'émerveille parce que j'apprends à le découvrir toujours plus. Même si parfois l'émerveillement peut conduire à de la tristesse, hein. Voilà, avec tout ce que vous nous dites, etc. J'aime bien cette synthèse d'émerveillement qu'on partage. Merveilleux. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette très riche interview. Merci à Jean-Louis Etienne de nous avoir accordé de son temps. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.